Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 19 décembre 2020. Nous serons ensemble jusqu'à 10h. Ce matin, nous parlerons du goûter. Et oui, les enfants, donc nous avons l'habitude de leur donner le goûter donc quand ils partent à l'école à 10h. Notre goûter se prend aussi à 16h. Alors, est-ce que le goûter est important? Doit-on continuer donc à donner du goûter à nos enfants? C'est un nutritionniste qui sera parmi nous ce matin pour répondre à cette problématique. Les étudiants de Babzouar, particulièrement ceux qui font partie donc de clubs scientifiques, vont lancer un concours à partir du 24 décembre prochain. C'est donc un concours destiné aux étudiants afin qu'ils puissent trouver des solutions à des problématiques qui seront posées par des entreprises. Retour sur ce concours. Meissa Belarossi, la princesse de l'émission, ce matin nous parlera d'une thématique qui est très importante dans l'éducation des enfants. C'est d'ailleurs la première chose à laquelle nous commençons à apprendre à nos enfants. Ce sont les différentes formes de politesse. Alors, quelles sont les différentes formes de politesse? À quel âge on commence à les apprendre donc à nos enfants? Qu'est-ce qu'elles représentent dans l'éducation? Donc, tout ça, ce sera Meissa qui répondra à ces questions. Ce matin, un petit voyage au sud de l'Algérie, au sud-est, particulièrement à la ville des Mille Coupoles, vous l'avez compris. Il s'agit de Oued-Souf. Alors, ce sera Farhat Mouzaoui qui nous y emmènera afin de parler un petit peu du tourisme à Oued-Souf et particulièrement donc en ces temps du Covid-19. Voilà donc pour le menu de ce matin. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abd. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mina Abd, bonjour. Bonjour. Nous avons été bien arrosés ce matin, Mina. Oui, et ça va continuer. Et ça va continuer. Il faut dire qu'aujourd'hui, le ciel a été bien généreux. Nous avons eu des pluies quand même assez généreuses. Beaucoup de pluie, hein. Ça a commencé la nuit dernière. La nuit dernière, ça a commencé la nuit effectivement. dernière et ça va encore continuer la journée. Voilà, alors un grand coucou à Amel Laribi qui nous regarde, j'imagine, ce matin, qui, elle, adore la pluie, justement. Et elle avait insisté que nous allions avoir de la pluie, d'ailleurs, le week-end. Et voilà, elle a eu Ben voilà, raison. elle avait raison. Elle avait raison, Oui. elle l'espérait vraiment. Bravo, Amel. Et voilà, donc son souhait exaucé ce matin. Enfin, déjà, depuis la nuit dernière. Depuis la nuit dernière, ouais. Depuis un peu plus de détails? Oui. On y va. Merci beaucoup, bonjour à tous et excellent réveil. Un petit peu de brume en cette début de matinée, notamment vers les côtes ouest et puis le ciel restera toujours nuageux sur l'ensemble des régions nord, assez couvert hein, sur la partie est avec toujours des pluies à l'ouest, au centre un peu plus marquées hein, vers la partie est. Sur les régions sahariennes, on notera un ciel passagèrement nuageux sur la Sahara, le Nord Sahara, les oasis avec quelques pluies éparses sur les oasis et puis un ciel dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 17 degrés à Alger et 14 degrés à Annaba. On notera un minimum de 7 degrés à Batna, 8 à Al-Bayat, 18 degrés à Gardaya, 15 à Hassim Saoud, 28 à Ilizi, 25 degrés à Tamarasat et Janet et enfin 31 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Hein. Pour cet après-midi, on notera une mer très calme vers les côtes ouest, peu agitées, vers le centre et l'est du pays, avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest et à l'est, et entre 20 et 30 km/h sur la partie centre. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui, un ciel plutôt couvert à Addis Abeba, Nairobi, on notera des pluies à Kinshasa et puis côté Mercure. On lèvera 36 degrés à Abuja, 31 degrés à Kinshasa, 26 à Nairobi, enfin 24 degrés à Addis Abeba. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.
Et voilà, donc merci beaucoup Mina, donc on sera quand même gâtés encore une fois par la pluie tout au long de la journée. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Mina, on te Merci. retrouvera donc tout à l'heure après le JT du midi Et 19h. 19h. Et voilà, merci beaucoup Mina, Merci. bonne journée, Bonne journée. bien pluvieuse, j'allais dire bien Oui. ensoleillée, non bien Non, pluvieuse. non, plutôt. Voilà. Alors on va se retrouver dans un petit moment, mais avant cela, une petite balade à travers ces images et on se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, vient de nous rejoindre Souad Aqila Hamadouche. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes étudiante à l'école polytechnique Effectivement, et vous faites partie, j'imagine, d'un club scientifique. exactement. Voilà, Ouais. comme la plupart des étudiants de Polytech, de Babzouar, très actifs sur le terrain. Ouais. Alors, votre club scientifique en quelques mots. Alors, IEC, il s'appelle IEC, Industrial Engineer Club. Alors, c'est un club qui est constitué d'étudiants en génie industriel. Il a pour but d'animer un peu la vie estudiantine, d'essayer de créer un espace de partage et de partage d'informations entre les étudiants, on va dire. Et on essaie un peu de vulgariser le concept du génie industriel qui est encore un peu méconnu en Algérie, en fait. Donc voilà. Voilà, donc quelles sont les différentes activités que vous organisez justement pour faire la promotion de cette discipline? Alors l'un des premiers projets qu'on a commencé, c'est l'élaboration d'une base de données alumni qui regroupe toutes les générations du génie industriel. Tous les anciens génies industriels, on arrivait jusqu'à 300 alumni. Donc justement pour créer un lien entre les étudiants et leurs aînés, pour un peu bénéficier de leurs conseils, etc. Et durant la période du Covid, on s'est un peu adapté à la situation sanitaire en fait. On n'a pas le choix. Voilà. Et du coup, on a essayé de faire plusieurs formations dans différents domaines. Et on a essayé, en Octobre Rose, on a organisé des événements aussi. Et même en novembre, et là, on va organiser un nouvel événement. Là, on voit prochainement. justement quelques photos de vos activités qui défilent. Mais j'imagine ça, c'était avant le Covid, hein, Oui. ce qu'on est en Ah train non, de non, voir là en il ce a moment. été ouvert en février 2020 en fait. D'accord. Voilà, ça c'est les événements de l'école en fait, en général. D'accord, très bien. Alors j'imagine que vous travaillez en collaboration avec les autres clubs scientifiques. Pour l'instant, pas encore. Pas encore. Mais on pourrait le faire dans l'avenir. Dans l'avenir, Bah bien oui. entendu. Alors vous êtes bien entendu, j'imagine encore une fois que vous êtes encadré déjà par vos enseignants, par l'administration, n'est-ce pas? Bien sûr, bien évidemment. Même avec je vous ai dit, les anciens génies industriels, toute l'administration était présente avec nous sur tous nos projets. Alors Souad, très bientôt, donc le 24 décembre, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez un événement, donc c'est un concours que vous allez lancer. Parlez-nous un petit peu de ce concours. Alors, le concours, il s'appelle IEC Case Competition. Donc, c'est une compétition d'études de cas. Donc, d'études de cas d'une problématique donc, qui va être proposée par une entreprise. Cette année, ce sera l'entreprise EY. C'est un cabinet de conseil qui va nous la proposer. Donc, c'est une entreprise que les participants auront... Enfin, c'est un type de problématique dont ils auront à faire quand ils seront dans le monde du travail. Du coup, ça va leur permettre un peu de mettre en pratique leurs connaissances, les connaissances théoriques qu'ils ont acquises durant leur cursus universitaire. Et donc, ça sera... Acquérir une expérience déjà sur le terrain. Bien sûr, exactement. Du coup, ça sera
ça sera sur 2 phases. Donc la première phase, ça sera la résolution de la problématique. Ils seront dans cette phase encadrés par des coachs qui vont les guider, qui vont les aider et répondre à leurs questions. Alors, vous avez parlé des coachs, donc qui sont les coachs? Donc ça va être des alumni, on va ramener des alumni. Donc ça sera Monsieur Abdenabi et Monsieur Alouche Lazar. D'accord. Alors, le concours est destiné à qui particulièrement? Aux étudiants. Aux étudiants de Polytech seulement? Non. C'est ouvert à tous les étudiants du territoire national. D'accord, de différentes disciplines? Bien sûr, oui. Très bien. Donc, j'imagine qu'il va y avoir une sélection. Donc, ce n'est pas tout le monde qui pourra participer au concours? Oui. Malheureusement, on est obligé de réduire. Exactement. Donc, mais tout le monde, tous les étudiants, ils sont les bienvenus pour essayer pour participer. Et le formulaire, on va fermer les inscriptions aujourd'hui. Aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est le dernier jour des inscriptions. Donc pour s'inscrire, il faut s'adresser à notre page, donc IEC. Donc notre page Facebook, c'est IEC. Et notre site internet, c'est iec-enp.com. Et aussi notre page Instagram, iec.emp. Très bien. Alors revenons un petit peu au concept lui-même de ce concours. D'où vient le concept? Alors on s'est inspiré des case competitions à l'international. Donc d'abord l'idée était venue des 48 heures d'innovation. C'était un peu un événement au sein de l'école. Mais puis après, avec les conditions du Covid, etc., on a essayé de faire un événement en ligne. Donc c'est une étude de cas où on va présenter aux participants un cahier des charges où il contiendra les informations sur l'entreprise, les différents problèmes auxquels elle a eu affaire, ses objectifs sur le long terme, son environnement concurrentiel, etc. Ils devront étudier ça et détecter les problèmes dont elle fait face et éventuellement proposer des solutions. Alors vous avez parlé donc de cahier des charges. Les cahiers de charges, c'est vous-même donc en tant que club qui le faisiez, ou vous le faites en collaboration donc avec l'entreprise qui va poser la problématique? Bien sûr, c'est en collaboration avec l'entreprise qui va poser la problématique ainsi que les jurys. Donc ils vont déterminer les livrables, les critères. D'accord, donc le concours, il va s'étaler sur combien de jours? Sur 3 jours. Sur 3 jours. Alors maintenant, bien entendu, vous ne pouvez pas le faire en présentiel, vu la conjoncture sanitaire actuelle. Vous allez le faire donc en ligne. Et comment ça va se passer? Alors, il y aura une cérémonie d'ouverture le 24 décembre où on va un peu présenter le club, l'événement, l'entreprise et les coachs, les jurys, etc. Tout va se faire en ligne? Oui, bien sûr. Donc, on va un peu présenter la problématique. Donc, on va expliquer. Puis, on va, le 25 décembre, il y aura une série de coaching. Donc, le 25 décembre, il y aura une série de coaching. Donc, les étudiants, ils seront en train de résoudre la problématique. Ils seront tout au long de la journée, ils seront coachés. Donc, le 26, ça sera la phase de notation. Donc, on va noter, les jurys vont noter les travaux des participants. Puis, le 26, les finalistes vont présenter leur travail sur une plateforme Zoom qu'on va projeter via notre page Facebook. Donc, ils vont présenter leur travail afin de les départager et élire les gagnants. Donc, finalement, ils auront une seule journée pour résoudre le problème. Oui. 24 heures. 24 heures. Donc, c'est pas une journée, on va dire c'est une journée complète. Hein. Donc, c'est 24 heures. Et donc, les deux coachs auxquels vous allez faire appel, ils seront là durant les 24 heures. Oui. On va organiser avec eux des réunions. Donc, une réunion le matin où les participants pourront poser leurs questions, etc. S'ils ont quelques zones un peu floues, on va dire. Et puis, il y aura l'après-midi où ils vont un peu revoir ce qu'ils ont fait, s'ils peuvent améliorer des choses, etc. Donc, pour pouvoir améliorer ce qu'ils ont à faire avant la deadline de minuit. Alors, pour l'organisation, donc les étudiants ou les participants, ils vont travailler en solo ou en groupe? En groupe. Donc, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc, s'ils viennent en groupe de base, on les prendra tels quels. Mais même s'ils sont en individuel, on va essayer de rassembler des groupes, des étudiants de différentes spécialités. Voilà. Spécialités. Exactement. Donc, le groupe, vous avez plafonné un petit peu le nombre d'étudiants par groupe? Oui, on va prendre des étudiants des groupes de 4 personnes et on va prendre de 9 à 10 équipes en fait. 9 quand même, c'est quand même une organisation assez importante. Exactement. Donc ça vous fera, mine de rien, une cinquantaine de personnes, une cinquantaine de participants. Exactement. N'est-ce pas? Une cinquantaine de participants. Alors, les groupes de 4 que vous allez organiser, les étudiants, ils se
se connaissent entre eux auparavant ou ils vont faire connaissance pour la première fois? Alors ça dépend. S'ils s'inscrivent de base en groupe, ça veut dire qu'ils se connaissent avant, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y en a qui viennent en individuel. Ils peuvent venir en deux, ils peuvent venir en une seule personne, elle peut venir s'inscrire, 2 personnes, 3 personnes. Puis si par exemple on a 3 personnes, on va compléter le groupe avec une autre personne qui est venue en individuel. Donc vous les mettez vraiment dans des conditions de véritable travail, quoi, Oui. parce que dans le travail, on ne sait pas toujours à qui on a affaire, on ne sait pas toujours avec qui on travaille, et on découvre les personnes finalement dans l'urgence. Comme Exactement. Ça. Ils vont un peu sortir de leur zone de confort, améliorer l'esprit d'équipe, l'esprit de travail d'équipe, leur leadership, etc. Il y a plein d'aspects qui vont ressortir Voilà, d'eux-mêmes. beaucoup de valeurs. Exactement. Beaucoup de valeurs que vous allez inculquer à travers ce concours. C'est votre première édition? Oui, oui. C'est votre première édition? Oui, c'est la première Quelles sont édition. vos attentes un petit peu de cette édition? En fait, on voudrait un peu que ce concept-là soit plus présent en Algérie parce que vraiment, ça permet aux participants ou là, aux étudiants d'appliquer des théories parce que généralement, de sortir un peu de la classe, de ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe et de sortir un peu de cet environnement-là pour éventuellement s'améliorer, surtout au niveau du développement personnel en fait. Donc on voudrait vraiment que les participants aient cette idée-là, ce concept-là bien ancré dans leur esprit. Ouais. Alors parlons un petit peu de l'organisation. Donc vous êtes des étudiants, c'est votre première expérience dans ce genre de concours, Oui. du moment que c'est la première édition, Oui, mais et puis c'est national. Exactement. N'est-ce pas? Donc l'envergure est quand même un peu plus importante. 52 personnes à prendre en charge. Donc comment vous êtes vous-même, donc les organisateurs, comment vous êtes vous-même organisés, donc pris contact, la campagne de communication, d'information, comment tout cela s'est passé? Ça vous a pris combien de temps? Alors en fait, c'est vrai que c'est notre première édition, mais on a déjà eu à organiser d'autres événements. Voilà. Donc en octobre, on a organisé Women of Impact. Donc c'était une série de lives qu'on a publié sur notre page Facebook. On a invité des femmes entrepreneurs qui nous parlaient un peu de leur parcours professionnel. Ils ont essayé de donner des conseils. Du coup, on s'est un peu adapté en fait, et on a su comment organiser ce genre d'événement, etc. Et aussi, on a organisé le jour GI. Donc, c'est un événement qui avait pour but d'éclaircir le concept du génie industriel aux nouveaux lauréats du concours. Donc voilà. Puis donc on a acquis une certaine expérience par rapport à l'organisation. Et par rapport à IEC, en fait, on a commencé par contacter les éventuels partenaires, les éventuelles entreprises qui pourraient nous négocier. Ouais, bien sûr. Donc les éventuelles entreprises qui pourraient nous proposer des cas. Puis on a étudié ça. Maintenant on est sur la dernière phase, qui est la logistique, la préparation. Donc on est en train de faire les tests, etc. pour qu'on laisse pas place à la chance le jour J. Alors finalement, Souad, il faut dire que ce ne sont pas que les étudiants qui vont participer à ce concours qui seront mis devant une situation plutôt professionnelle, mais vous-même déjà avec l'organisation, vous vous préparez au monde professionnel. Exactement. N'est-ce pas? Aux négociations, aux relations, communication, relations publiques, relations externes. Ah oui. Même par rapport au relationnel avec les membres, c'est très important. Dans le côté RH, on aura vraiment plus tard à collaborer avec nos partenaires, même au sein de l'entreprise, on aura vraiment à essayer de gérer nos émotions, à essayer de gérer notre stress, à organiser notre temps éventuellement aussi. Effectivement. Donc, donc beaucoup de valeurs, finalement, les clubs scientifiques inculquent beaucoup de belles valeurs. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci beaucoup, Souad. Un dernier mot avant de se quitter? Les inscriptions se ferment à 19h. Allez, vite, Tout le monde est le bienvenu. N'hésitez pas, sortez de votre zone de confort et venez nous rejoindre. Merci beaucoup, Souad. On vous souhaite beaucoup de succès pour votre événement et puis beaucoup de succès donc à tous ceux qui vont participer aussi. Merci beaucoup. Donc Souad Aqila Hamadou, je vous rappelle, vous êtes étudiante à l'école Polytech. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et on continue. Et là, ça va être un beau reportage que nous vous proposons. Alors, ça va être un reportage qui est signé Raouf Hamouch, lui qui s'est intéressé à un collectionneur, pas des moindres. C'est un collectionneur qui s'intéresse plutôt aux vieilles voitures en miniature. C'est une très belle collection. Regardez. On croirait presque que ce sont de vraies voitures. Il s'agit en fait de voitures miniatures de toutes les couleurs et de toutes les marques.
Bienvenue dans l'univers de Liès, collectionneur passionné de voitures miniatures. Il a réussi à réunir plus de 2500 modèles uniques et rares. Bon, on va dire que je suis amateur de tout ce qui est collection, tout ce qui est, on va dire, art, parce que je considère que la collection des miniatures, c'est de l'art. Ce n'est pas le... Donc, c'est la passion qui nous guide, à vrai dire. Il y a des modèles des années 60, il y a même des modèles qui viennent de très loin, d'Amérique, tels que ces voiturettes, une petite réplique de la voiture présidentielle de John Kennedy et même celle de Ronald Reagan. Mais certaines pièces ont plus de valeur à ses yeux, comme cette camionnette rare fabriquée chez nous du côté de Nodroma. Bon, ça c'est une pièce qui est produite 100% à la main. Elle a été fabriquée par un jeune Algérien de Nodroma, qu'on salue au passage. Bon, c'est vraiment une rareté. Derrière cette collection riche, des voiturettes qui nous renvoient à l'époque du début de l'industrie automobile. Et voilà, très belle collection donc de voitures miniatures. Et on rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. À présent, place à la littérature. Du moment que nous recevons M. Mehdi Yermesh Boudjma, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur. Oui. Et vous avez écrit un livre, oui. Un roman, on va dire, oui. Qui est intitulé avec un très joli jeu de mots. Condamné à mort. Oui. C'est déjà mieux que condamné à mort. C'est déjà beaucoup. Beaucoup mieux, oui. Oui. L'idée est venue un peu comment dire. C'est déjà l'amour en tant que sentiment, déjà qui est déjà une condamnation. On pourra pas vraiment deviner ni expliquer ce que ça veut dire l'amour, parce que tout le monde pourra dire ce qu'il voudra sur l'amour et tout le monde pourra être un grand philosophe sur ce sujet. En parallèle, chacun a sa manière de le traduire, selon son vécu, selon son entourage, selon son... Enfin, ce qu'il n'a pas encore connu aussi. Et aussi, c'est une tentative, on va dire une tentative de roman. Parce que C'est votre premier? Oui. Pour vous dire la vérité, le premier roman, c'est plutôt une tentative. On met le pas dans un monde qu'on a d'abord admiré avant. Et on prend son courage à deux mains. Et on essaye, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Alors, il faut dire, Mehdi, que vous écrivez sur les réseaux sociaux beaucoup plus. Ça a été un petit peu votre première plateforme, on va dire. Voilà. N'est-ce pas? Vous écrivez sous le pseudo Medibox. D'ailleurs, c'est ce que vous avez gardé pour votre livre. Oui, pour la fidélité aussi. Voilà. Voilà, la fidélité des lecteurs et le lectorat aussi. L'idée a commencé grâce à des chroniques. C'est l'histoire d'un homme divorcé, dont l'épouse est une psy, et comme bien sûr c'est déontologiquement interdit et illégal d'aller voir chez une psy, qui est son ex-femme. Et chaque semaine, il y a une rencontre, et dans chaque rencontre, il y a une petite aventure, on va dire, qui garde son côté parfois sarcastique, beaucoup de drôlerie, et de la réalité algérienne. Et aussi la réalité de couple. Alors, réalité algérienne, réalité de couple. Justement, vous me tendez la perche pour vous demander, est-ce que l'histoire qui est écrite, donc, que vous avez écrite sur ce roman, que vous avez publié sur ce roman, est-ce que c'est une fiction ou c'est une réalité? C'est une histoire vraie ou une fiction? Ou inspirée de la réalité? Voilà. On va dire, c'est une fiction. Tout ce qui est écrit ici est une fiction. Tout de même, on peut dire que même dans la fiction, il y a toujours une part de réalité. On s'inspire toujours de la réalité, effectivement. Voilà. C'est le but majeur du roman. C'est donner à la fiction un sens de la réalité. Alors c'est un roman quand même qui est plein de valeurs aussi, il faut le dire, parce que là, on parle d'une histoire d'amour déjà, entre un jeune homme et une jeune fille, mais pas n'importe laquelle, puisque cette jeune fille tente de se suicider. Oui. Eh ben, vous savez, le suicide de nos jours commence. D'abord, on a peut-être, je ne sais pas pour tout le monde, on a toujours cette idée peut-être, ça peut nous traverser l'esprit. Il y a des moments où on est un peu trop déprimé,
où on ne voit pas le bout du tunnel et on voit dans le suicide comme la seule et unique solution. Parfois, il faut plus de courage à oser suicider. Bon. Que de survivre dans cette réalité qu'on n'arrive pas à supporter. Surtout... Alors vous parlez justement du bout du tunnel, là oui. C'est quand même très réel ce que vous êtes en train de dire sur le suicide, oui. Mais tout comme le concept de l'amour, le suicide aussi peut avoir plusieurs connotations aussi, parce que le suicide n'est pas forcément se donner fin à sa vie, j'ai envie de dire, biologique, physiologique, oui. Mais aussi peut-être à sa carrière, peut-être à une relation particulière. Donc même le suicide peut avoir plusieurs connotations. Bien sûr, le suicide, c'est mettre fin. Enfin, généralement, c'est mettre fin à sa vie. Mais dans le sens propre. Dans après, le sens figuré. On peut trouver, il y a des vies partout. Hein. Il y a des vies partout. Enfin, on ne va pas faire comme Sartre dans l'existentialisme. Mais c'est aussi cette idée, cet euphémisme qui nous pousse à essayer de ressentir ce qu'un type qui voudrait se suicider ou une personne qui voudrait se suicider, quelles sont ses idées. Enfin, c'est pas ses idées, ses décisions, on va dire. Alors, il faut dire que c'est un roman, donc, comme vous l'avez si bien dit, inspiré de la réalité, de la réalité algérienne particulièrement. Est-ce que c'est une façon un petit peu de dénoncer, j'ai envie de dire, les maux de la société, peut-être l'incompréhension de toute cette jeunesse qui évolue autrement que l'ancienne génération? Quelque part, c'est aussi le but de ce roman. Parce que dès qu'il y a une génération, chaque génération mute vers un autre monde, vers d'autres peut-être pas. On garde toujours les mêmes principes, les valeurs universelles bien sûr. En parallèle, le monde change et on doit changer avec lui. Et ce regard entre les deux sociétés laisse toujours à penser qu'il y a un combat entre les deux. Avant, c'était une chose... Un conflit de génération. Voilà, un conflit de génération, oui, voilà. Et aussi un conflit sociétal. Voilà. Je voudrais quand même lire un premier passage, si vous permettez. Bien sûr. N'est-ce pas? Un premier passage qui nous rappelle tous, quelque part, notre enfance, parce qu'on a tous vécu, quelque part, avec nos voisins, avec nos tantes, avec la famille, voilà. Cet épisode. Alors, c'est le premier passage donc, de votre roman. « Durant mon enfance, une vieille voisine prenait plaisir à m'envoyer lui faire ses courses. Elle guettait de son balcon mon apparition afin de crier mon prénom sur tous les toits. Sa voix désagréable m'irritait avant même de lui obéir. Une fois devant sa porte, elle me sérinait la même prière. Je te souhaite la plus bienveillance des épouses. Tout en se regardant devant un miroir accroché au mur juste à l'entrée de sa maison. Elle était vieille, les rides ravinaient son visage. On aurait dit une feuille de papier froissée. Ses yeux clairs, engoncés dans ses paupières charnues. Son regard derrière ses lunettes, retenu par un élastique, me toisait comme s'il prenait plaisir à contempler mon silence dépité. Elle portait toujours des foulards aux couleurs bigarrées sur la tête, laissant échapper ses cheveux aussi blancs que neige. Et quand elle souriait, on voyait quelques dents en or de son dentier. Elle avait le dos bossu par l'âge et toujours du henné sur les mains et les pieds. Ça rappelle vraiment un passage qui rappelle vraiment notre enfance, parce qu'on a tous vécu quelque part cet épisode. On a tous eu la même voisine peut-être. Justement, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux à travers les différents groupes style old school, etc. Oui. Donc, on a vraiment l'impression que nous avons tous vécu dans le même quartier, parce qu'on raconte pratiquement tous les mêmes épisodes, les mêmes histoires, et on a l'impression qu'on se connaît. Et là, on se reconnaît finalement, on se retrouve un petit peu dans votre roman. C'est la réalité algérienne. On va dire, on a tous, comme je l'ai dit, la même voisine. Enfin, pas tout le monde, mais on a la même voisine. Donc, on a eu, on peut dire, la même enfance. On a toujours le même regard, la même perspective, et aussi les mêmes devoirs étant enfant. Oui. On voudrait acheter ceci, il faut faire cela. Il y a toujours, bien sûr, c'est quelque chose de bien de respecter les aînés. En parallèle, avec le temps, on grandit, on garde cette image. D'ailleurs, je le note aussi dans le livre.
Et ça reste, comment vous dire, cette voisine reste comme un regard vers le passé. Le passé, d'essayer d'équilibrer nos rapports avec les anciens. Dans le sens où, malgré qu'on est différent, on vous portera toujours le même respect, mais on a une autre vision de vie. Et on voudra la mener comme on veut. Mais en parallèle, on gardera toujours le respect et toutes les révérences qu'il faut pour vous. Voilà. Mais on a un autre parcours, un autre horizon à atteindre. Voilà, alors un autre parcours, justement. Un autre parcours, on va revenir un petit peu à cette, on va dire, à l'actrice principale de votre roman, donc qui tente de se suicider. Alors on rappelle qu'elle est émigrée déjà, elle fait partie de la diaspora et qui a décidé, qui a choisi de revenir au pays, de vivre au pays, n'est-ce pas? Voilà. C'est aussi la différence entre d'autres sociétés, parce qu'on peut être algérien ici et algérien ailleurs. Et quand on est algérien ailleurs, c'est être algérien et étranger. On est étranger ici et on est étranger ailleurs. C'est ça le conflit. Et donc quand on vient en Algérie et on essaie de vivre dans une société qui est complètement différente, bien sûr, de la société occidentale et même de certaines sociétés orientales, donc c'est un peu difficile. On va dire très difficile. Comment ça devient une question de survie, parce que tout est différent. Et c'est pour cette raison qu'elle tente aussi de se suicider entre la solitude, de se retrouver dans un endroit qui est différent de son ancien monde. Voilà. Et les choses viennent, c'est ça le roman. C'est laisser les idées appeler d'autres idées. Et ça continue. Et justement, elle rencontre quelqu'un qui va tenter de la sauver. Oui, oui, il essaie parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ils ont été condamnés à amour. Voilà, voilà. Qui essaie par instinct de sauver quelqu'un. Je pense que c'est par instinct. On voudrait sauver quelqu'un par instinct. Du moins, c'est le meilleur côté de l'humain. Essayer de sauver quelqu'un par instinct. Et après, il y aura une suite des idées, une suite de rencontres, et même le hasard voudrait qu'elle soit aussi la fille de l'ami la meilleure amie de sa mère. C'est ainsi de laisser toujours une part au destin quand il voudrait. Alors, le roman, il fait environ 127 pages. Oui. D'accord, 127 pages, donc on va dire que c'est pas très gros, et pourtant c'est très riche en événements, c'est très riche en aventures. À vrai dire, j'étais toujours inspiré par un écrivain français, enfin un philosophe, on va dire, Voltaire. Oui. Voltaire avait cette force d'écrire, de rassembler beaucoup d'événements dans des petits livres, comme Candide, comme Ingénu, comme Zadig, etc. Bon, je ne vais pas vous me comparer à Voltaire, bien sûr. On s'inspire de toute façon. Voilà, on a toujours un idole quelque part et on s'inspire, on essaie de suivre le chemin. Et donc là, je disais que le livre n'est peut-être pas gros, mais très très riche en événements. Parce qu'on commence quand même ce retour vers le passé, vers cette vieille dame qui nous fait rappeler tous un épisode de notre enfance. Cette fille donc, qui fait son retour, qui tente de se suicider, qui rencontre cette personne qui sera condamnée à amour. Et beaucoup d'autres événements, donc la fille elle tombe enceinte et pourtant elle n'arrive pas au terme de sa grossesse, alors qu'est-ce qui se passe après? On va pas tout dévoiler aux téléspectateurs, mais au moins peut-être on va dire les grandes lignes. C'est très riche, hein, il faut dire qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent. Oui, et à vrai dire on a toujours une appellation à tout. Enfin, à celui qui a perdu son enfant, à celui qui a perdu ses parents, à celui qui a perdu... Mais on n'a jamais... On peut appeler un orphelin, quelqu'un qui a perdu ses parents. Ses parents. Mais comment appelle-t-on quelqu'un qui a perdu son enfant? Il n'y a pas un mot qui peut décrire cette tragédie. Effectivement. Donc, c'est aussi s'inspirer de cette tragédie aussi. C'est important, c'est quelque chose qui est assez courant, qui est peut-être parmi les raisons majeures qui peut séparer les couples. Parce que ça marque plus la femme que l'homme. Oui. C'est perdre une part d'elle. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il faudrait savoir. Que malgré que, d'un côté,
Les hommes se sentent très tristes d'avoir perdu un enfant qui attendait depuis le début. Peut-être que c'est la raison majeure de se marier, puis c'est avoir des enfants. Mais chez la femme, c'est différent. Chez la femme, c'est comme je l'ai dit déjà, c'est perdre une part d'elle. Et c'est ce qui est insupportable, en fin de compte. Voilà. Alors justement, c'est effectivement, donc vous l'avez si bien décrit, vous avez dit on ne trouve même pas les mots d'ailleurs pour décrire la situation lorsqu'une maman perd un enfant. Et justement, dans votre roman, vous avez fait quelque chose quand même d'assez exceptionnel, parce que vous avez quand même parlé de cette douleur de la maman qui perd son enfant, mais vous avez aussi accentué sur la douleur du papa qui perd son enfant. Bien sûr, parce que... Chose à laquelle on ne donne pas beaucoup d'importance habituellement. Oui, parce que vous savez, les hommes ont certaines sensibilités assez cachées qu'ils essayent de cacher, d'enterrer peut-être par virilité, peut-être par ego, peut-être, mais elle est toujours réelle, silencieuse mais réelle. C'est ce qui différencie un peu les hommes des femmes, parce que les femmes, généralement, on voit leurs émotions. Elles arrivent à s'extérioriser. Voilà, extérioriser leurs émotions. Par contre, l'homme doit toujours, enfin, du moins dans notre société, parce que ça a un rapport avec, on va dire la virilité. C'est vrai que dès leur tendre enfance, on commence à leur dire ouais, les hommes ne pleurent pas, les hommes ne crient pas, les hommes ceci. Et voilà, donc c'est un ancrage qu'on leur fait, alors que même les hommes ont besoin de s'extérioriser, comme tout autre être humain. Bien sûr, voilà. Donc, on essaye aussi d'écrire la personnalité de l'homme devant cette situation. Voilà. Alors, votre roman est disponible, on le trouve? Alors, beaucoup d'aventures qui donnent quand même envie de savoir un peu plus. Généralement, on peut le trouver dans des bibliothèques en ligne. Il y a beaucoup de bibliothèques sur Alger, sur Riyad El Fed et plusieurs d'autres bibliothèques sur Alger. Seulement sur Alger, sinon sur d'autres wilayas, il est disponible sur des sites, El Jalis. El Jalis, il est disponible, une bibliothèque électronique qui fait même des livraisons. Voilà, alors on rappelle, c'est votre premier roman, donc Condamné Amour, Mehdi Box, on vous souhaite beaucoup de succès et puis à d'autres titres, Inch'Allah, pourquoi pas. Merci beaucoup. Voilà, ça commence toujours comme ça, hein, bien donc sûr. Première expérience et ça ouvre l'appétit à d'autres titres, Inch'Allah. Bien sûr, merci beaucoup. Voilà, merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle Mehdi Yermesh Boudjmaa, vous êtes auteur et vous écrivez sous le pseudo de Mehdi Box. Voilà, je rappelle votre roman Condamné Amour que vous pourriez donc trouver en ligne. Merci beaucoup encore une fois à vous. Merci à vous. Alors à présent, donc, ce sera au sud-est de l'Algérie que nous vous emmenons en compagnie de Farhat Mouzaoui, lui qui s'est intéressé au tourisme et particulièrement la gestion du tourisme dans cette conjoncture difficile, cette conjoncture sanitaire difficile. Et ce sera la ville des 1000 coupoles qui sera à l'honneur. Ouetsouf. Je vous laisse donc avec Farhat. Farhat, c'est à vous, bonjour. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs. Depuis la ville d'El-Oued, la ville des 1000 coupoles, on aura le plaisir d'accueillir parmi nous Mohamed Atriche, directeur d'un hôtel, qui va nous parler de comment le secteur hôtelier a su s'adapter à cette pandémie Covid-19. On aura le plaisir d'accueillir aussi Abdelkader Kermadi, architecte, qui va nous parler du style architectural typique, traditionnel d'El-Oued. Mais avant ça, comme à nos habitudes, on vous laisse avec cette chanson de la région. تهونيش عليا
اسمك ولا معروف في العالم وادي سوق اسمك ولا معروف في العالم وادي سوق يا ما يقصدوك ضيوف يا ما يقصدوك ضيوف يا واد رمال الذهبية هي انتي بلادي ما تشونيش عليا حلوة وما أحلك يا الوادي انتي مام وعينيا يا عالية في اسمك العالي انت اللي ديم على بالي يا عالية في اسمك العالي انت اللي ديم على بالي شانك عندي غالي شانك عندي غالي كل مكان نفخر بيك يا البيان هي انتي بلادي ما تهونيش عليا حلوة وما أحلك يا الوادي انتي مام وعينيا Une très très belle chanson de la région. Et maintenant avec nous, Monsieur Mohamed Atriche. Bonjour Monsieur Mohamed. Bonjour. Vous allez bien? Donc vous allez nous parler de comment vous avez su vous adapter avec cette pandémie Covid-19. Comment vous faites face à cette pandémie? Nous traversons à l'instar du monde entier une période très difficile à cause du Covid-19. Ce qui a entraîné une crise économique sans précédent avec ses répercussions sociales, aussi le niveau de vie, des conflits sociaux et familiaux. Voilà. Notre secteur a été très touché, en parlant bien sûr des hôtels, agences de voyage. On est resté quand même 7 mois fermés et nous avons essayé au début de sensibiliser les employés de la gravité de la situation et nous avons, avec l'aide du propriétaire, tracé un plan de charge pour surtout éviter des licenciements. Oui. Nous avons travaillé ensemble avec l'aide des autorités aussi, de la direction du tourisme, pour trouver des solutions à cette crise. Les exigences sanitaires exigent un coût. Comment vous faites face? Vous savez, la santé de nos clients et de nos employés n'a pas de prix. Nous avons fait appel à des professionnels de la prévention pour déjà au début sensibiliser nos employés et comment faire face à l'arrivée des clients. Oui. Les clients eux-mêmes l'ont remarqué dès l'entrée de notre complexe jusqu'à leur départ, qu'il y a des indications sanitaires qu'ils ont, il faut le dire, ils ont respectées. Et comme nous disposons de beaucoup d'espace dans notre complexe, il y a beaucoup de restaurants à ciel ouvert, oui, ou en plein air, hein, je veux dire. Alors, Monsieur Atriche, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser votre clientèle à cette pandémie Covid-19? Nous discutons beaucoup avec les clients sur le respect des distanciations physiques, le port du masque, oui, et aussi comme nous disposons de beaucoup d'espaces ouverts, donc les clients s'habituent facilement. Alors, comment vous faites pour votre activité? Vous savez, pour pallier au déficit du chiffre d'affaires, nous avons fait appel aux agences de voyage et avec la collaboration de la direction du tourisme pour booster un peu la destination touristique saharienne et essentiellement faire découvrir la ville d'El Oued aux Algériens. Oui.
Pour une première, ce fut une réussite totale. Oui. Les Algériens ou les touristes en général ont été très séduits par notre complexe, la Gazelle d'Or, et le paysage, les sites et l'accueil chaleureux de la population d'El Oued. Oui. On vous laisse avec cette carte postale sur la wilaya d'El Oued et on revient juste après. Très belle ville. Alors Monsieur Etrich, comment vous faites pour sensibiliser votre clientèle? Les indications sanitaires sont partout. Ils sont affichés à la réception, dans les restaurants et même dans les chambres. Oui. Vous savez, à titre d'exemple, hein, pour rassurer nos clients, les chambres qui sont louées aujourd'hui, elle est relouée une deuxième fois 48 heures après le départ des clients. Donc pour désinfecter, pour oui, la préparer pour, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui vous inspire dans le désert? Le calme, la sérénité, le bien-être et le vivre ensemble. Oui. Alors Monsieur Etrich, un dernier mot avant de nous quitter. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez dans vos émissions. C'est à travers vous, la presse, que ce soit audiovisuelle ou écrite, qu'on pourrait développer notre secteur hôtelier, parce qu'on n'a rien à envier aux autres pays. Oui. Donc je dirais aux Algériens, marhaba bikoum, mais vous serez bien accueillis chez nous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ça fut un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est un plaisir partagé. Plaisir pour moi aussi. Merci. Quant à moi, je vous laisse avec ce musée de Guémar et on revient juste après avec notre architecte. Conforme au style architectural de Oued-Souf, un musée est bâti au centre-ville de Guémar. À l'intérieur, on y trouve disposés par catégorie toutes sortes d'objets anciens qui nous rappellent l'histoire et combien les choses ont évolué. La création de ce musée-là pour sauvegarder le patrimoine régional de Oued-Souf. Donc nous avons pas mal de rayons pour l'exposition. Donc nous avons ici le tapis traditionnel qui est réalisé en 1913
à Oued-Souf. Et nous avons des documents dans lesquels on parle de l'éducation dans cette ville, beaucoup plus de l'école de Reda Houhou. Dans ce musée, on a essayé de garder un style architectural de la région, beaucoup plus les arcs, la coupole et les crépissages à la main, comme vous voyez là, avec ces couleurs blanches. Donc c'est pour donner un esprit traditionnel. Comme ce tapis en laine, tissé à la main, qui date de 1913, ces ustensiles de cuisine, couscoussières, cuillères, assiettes, que les habitants de la région ont fabriqués à partir de bois de palmier, de cuivre et de fer. Dans ce musée-là, il y a pas mal de documents, des objets traditionnels des objets qui sont utilisés dans la région de Oued-Souf et en plus qui sont réalisés même à Oued-Souf, des objets qu'on peut avoir de dérivés de palmier. Et n'oublions pas aussi, nous avons aussi quelques objets et des ustensiles de la cuisine utilisés dans le souf. Des récits de poèmes et de dictons populaires qui montrent le côté culturel de la région. On y trouve aussi des sabres, des couteaux, des flèches qui pouvaient bien servir à la chasse pour se défendre si nécessaire. Développer le tourisme local, comme on a créé un festival maghrébin donc, à la fin de l'année. Et nous avons d'autres activités donc, comme la participation au salon de tourisme et la participation dans d'autres manifestations touristiques qui présentent la richesse de cette ville. Donc on aimerait bien les gens visitent le musée. C'est l'occasion beaucoup plus pour les élèves des écoles. Donc ils sont invités à voir tout ce qui dans ce musée-là, la richesse de cette ville. Lieu souvent mal connu et peu visité par manque de programmes et de visites guidées, les musées peuvent jouer un rôle principal dans le savoir et l'ancrage patriotique de cette jeune génération. Un très bon musée qui raconte l'histoire d'El Oued. Et maintenant avec nous, Monsieur Kermadi Abdelkader, architecte, qui va nous parler sur l'architecture traditionnelle typique d'El Oued. Bonjour Monsieur Abdelkader. Bonjour, ça va très bien et merci de m'avoir invité. Merci à vous. Donc on a vu ensemble ce reportage sur le musée de Guemar qui raconte un petit peu l'histoire traditionnelle de la ville. Donc vous allez nous parler un petit peu sur le style architectural d'El Oued. Il relève de quel style? Le style architectural de Oued-Souf, c'est le style arabo-islamique qui se caractérise par des éléments architecturaux spécifiques tels que les coupoles, les dômes, les arcs, les voûtes. Ce style est différent de l'autre style parce qu'il a son identité, ce caractère spécifique. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre le style architectural d'El Oued et le climat d'El Oued? Si, tout à fait normal. Il y a une grande relation. Le style architectural d'El Oued inspiré de conditions bioclimatiques et thermiques de Oued-Souf. Parce que le climat de Oued-Souf se caractérise par la chaleur et sec dans la période estivale et aussi le froid dans la période hivernale. Oui. Donc, l'homme primitif Sophie a inventé des méthodes et à la base de matières premières disponibles dans la nature pour bâtir la maison avec son style. Donc maintenant on va voir un reportage sur la Zawiya Tijaniya qui est en cours de restauration et on revient juste après. La Zawiya Tijaniya de Guemar, construite en 1789, ayant pour mission l'apprentissage du Coran et l'interprétation des textes coraniques et hadiths. Cette Zawiya a été fondée en 1204 de l'Hégire, soit en 1789, par le Mokaddem Sidi Mohamed Sassi,
qui était le premier mouride et premier mokadem de la Tidjaniya dans cette région du Souf, sur ordre bien sûr du cheikh fondateur de la Tidjaniya, Sidi Ahmed Tidjani, qui en 1787 lui a donné donc comme directive de fonder une zawiya à Guémar, et qui de ce fait est la première zawiya Tidjaniya dans le monde jusqu'à et même avant celle de Fès et celle de Temassine et de El Mad. L'entrée donne sur une petite cour, entourée d'un mur peint en blanc, symbole de pureté des lieux, avec des salles dont les murs et les plafonds sont bien colorés et décorés. La plupart des formes et figures sont réalisées avec doigté et soin. Les couleurs vont du vert au rouge, couleur vive, attirante du regard. L'œil a juste envie d'admirer, d'apprécier et de contempler le moindre des coins. Cette zawiya, l'activité pour laquelle elle a été fondée, en plus donc des obligations religieuses de la prière communautaire, le fait d'enseigner le Coran bien sûr, comme tout zawiya, aux jeunes et moins jeunes, et de pratiquer les prières surrogatoires propres à la Tidjaniya, qui doivent être faites dans une zawiya pour éviter toute équivoque ou bien avec les autres tariqa ou bien ceux qui n'en ont pas. Et le cheikh a décidé et recommandé de faire le dhikr collectif, qui est une prière collective, de la faire dans les zawiyas. La grande salle est actuellement en restauration, dans le strict respect du modèle original, pour que l'édifice retrouve sa beauté et sa place autrefois resplendissante. Le style architectural est donc entre le mauresque et le saharien. C'est une combinaison, puisque beaucoup d'édifices ici ont été pratiquement copiés sur des modèles qui existaient en Tunisie, à Tunis. Et d'autres qui vous rappellent un peu comme les grandes portes romaines, qui sont à l'entrée de certains groupes, certaines parties du complexe, et elles sont d'inspiration romaine. Comme pour associer beauté et divinité, des sourates et hadiths sont peints sur les murs. La visite de ce site, à la fois historique et culturel, est plus que recommandée. C'est la découverte d'un endroit fascinant de par sa beauté et l'importance des zawiyas dans la transmission du savoir et l'éveil populaire. On vient de voir ce reportage sur la zawiya Tidjaniya. On voit des coupoles, des arcs. Pourquoi la coupole dans les maisons? Avant de répondre de cette question, on doit définir d'abord la coupole. La coupole, c'est une conception technique et géométrique constituant en forme semi-circulaire surmontant les toits des maisons et des édifices. Oui. La coupole, c'est l'indice, c'est la marque, c'est le signe de la construction de Oued Souf. La coupole, plus que sa rôle et son identité spécifique, ayant des rôles fonctionnels et thermiques, parce qu'elle réduit la chaleur et aussi le froid, la période hivernale et dans la période estivale aussi. Oui. La coupole relève et évite les rayons solaires, le maximum de rayons solaires. Oui. La coupole aussi évite l'eau de pluie et aussi le vent de sable, oui, avec sa forme circulaire. Oui. La coupole peut surmonter l'eau chaude vers le haut et descendre le froid vers le bas, et aussi faire le cubage de l'air important dans toutes les pièces au niveau de la maison soufie. Oui. Monsieur Abdelkader, parlez-nous un petit peu des maisons traditionnelles d'El Oued.
La maison traditionnelle soufie ne vient pas d'hasard. Il est bien étudié par l'homme primitif soufi. L'homme primitif soufi a inventé des méthodes à la base des matières disponibles, à la base de la nature sec, à la base de la nature difficile et dure, pour faire la conception suivant les normes et l'image actuelle. La maison traditionnelle soufie contient d'abord entrée sous forme chicane, aussi le sigifa, c'est de la pièce sous forme d'une salle de réception pour les invités. Il se positionne en face de l'entrée. Il contient aussi une autre porte vers la cour centrale. Il y a les autres chambres et les pièces s'organisent autour de la cour centrale appelée le houch. Ces pièces avec des tailles réduites, convenables avec les besoins de la maison. Dans la côté sud, la côté nord, il vient le sabbat d'Aharaoui qui se situe dans la côté nord de la maison, sert à éviter le maximum le rayon solaire pendant la période estivale, et les femmes aussi, Sophie, utilisent cet espace pour des tâches ménagères telles que le tissage et plusieurs autres activités estivales. Oui. C'est pour ça qu'il se positionne en face de nord. Parlez-nous un petit peu du sabbat. Qu'est-ce qu'on veut dire par le sabbat? Le sabbat, c'est un espace couvert, s'ouvre à la cour centrale ou bien au houch. Oui. C'est un patio qui se situe au centre de la maison soufie, qui s'organise autour des chambres. Le sabbat, il y a deux genres de sabbat. Sabbat Giblaoui qui se situe dans la côté sud et sabbat d'Aharaoui qui se situe dans la côté nord. Oui. La première sert à profiter d'un maximum d'ensoleillement dans la période d'été, durant les mois hivernales. Oui. Et le deuxième, qui est le sabbat Giblaoui, sert à éviter et se protéger pour les occupants de la maison de le rayonnement solaire qui pénètre jusqu'au houch. Donc, quels sont les matériaux de construction que vous utilisez dans les maisons traditionnelles? Les matériaux de construction locaux, c'est très connu au niveau d'El Oued, tels que les pierres, à la base de roches de sable toujours, plein de nature. Il y a ici plusieurs régions à El Oued Souf, contient les terres disponibles pour les pierres, sous forme cailloux de taille différents. Et aussi le plâtre, ou bien le gypse, le gypse fabriqué suivant des pierres brûlées dans des fours traditionnels. Et aussi, comme matériau de construction, il y a les stiples de palmiers comme des bois, et aussi on mélange tous ces matériaux avec l'eau pour bâtir les murs qui sont aveugles, des façades aveugles et ne contiennent pas des ouvertures sauf dans le centre de la maison. Merci Monsieur Abdelkader pour ces informations sur le style architectural d'El Oued. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions dans d'autres wilayas et je vous laisse avec cette chanson.
Et c'était une virée donc à la ville des 1000 coupoles en compagnie de Farhat Meouzaoui. Farhat, merci beaucoup pour ce beau voyage donc au sud-est de l'Algérie. À présent, nous allons parler du goûter de l'enfant donc à l'école en compagnie du nutritionniste Karim Messous, du diététicien Karim Messous. Bonjour Karim. Bonjour, ça va? Marhaba. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Également. Alors vous avez garni la table aujourd'hui de Bonjour d'Algérie, mais avec des aliments très particuliers puisqu'on va parler du goûter aujourd'hui. Voilà. Alors, première question, Karim, est-ce que le goûter est important pour les enfants? Est-ce qu'on doit continuer à donner à nos enfants le goûter à l'école? Donc, le goûter d'après la situation de l'enfant. Donc, il y a deux cas. Des fois, l'enfant, s'il a pris son petit-déj bien équilibré et santé, il varie. Donc, je pense des préférences de zapper le goûter, la collation. Et vous encouragez beaucoup plus, bien entendu, le petit-déj. C'est sûr, d'avoir un petit-déj plus ou moins copieux, santé, riche en protéines, sucre lent, beaucoup plus, faible en teneur sucre rapide, avec un œuf ou bien un fruit, ou bien les deux. Donc voilà, un petit-déj consistant, bien rempli non de calories, mais des vitamines et sels minéraux. C'est un cocktail des vitamines et sels minéraux et fibres. Donc si on prend un petit-déj à l'heure, 7h, 7h30, donc c'est pas la peine de prendre la collation de 10h. C'est déconseillé, même c'est déconseillé de la prendre. Alors, et ça permet aussi à l'enfant de sentir un petit peu cette satiété et de tenir jusqu'au déjeuner. Voilà. Le plus important, il faut sachez que entre les deux repas, on doit respecter les 3 heures. Entre les deux repas. Donc, entre la collation de 10h et à midi, il n'y a même pas 2 heures. Même pas 2 heures. Donc, l'enfant, à midi, il ne va pas chercher à manger. Donc, l'idéal de zapper une collation de 10 heures. Comme ça, l'enfant, quand il rentre chez lui, la première des choses, il va appeler sa maman, je te dis, petit nain. Donc, il va manger sans négocier. Il va manger sans négocier. Sans négocier, voilà. Ouais. Ce qu'on voit à l'image, c'est vraiment quelque chose que vous déconseillez, mais ce qu'on voit là, la photo que vous voyez. Oui. Là, c'est vraiment quelque chose que vous déconseillez. C'est très beau, oui. Et par contre, c'est très sucré. Donc, tout ce qui est sucre rapide, on doit les déconseiller. Même les croissants, même les jus, même les au chocolat. Même sur le prix, c'est très coûteux. Oui. Donc, l'idéal de prendre Donc, on va proposer des 5 tops de collation. Voilà, les 5 tops. Donc, le top 1, c'est la boîte vide. Alors, voilà. Donc, Karim, vous nous avez ramené une boîte type, on va dire, de goûter. Et donc, le top 1, la boîte vide. Voilà. Ça veut dire qu'il n'apprend pas du tout. L'idéal de prendre le petit déj bien équilibré et sain et varié. Top 2, c'est les légumes. C'est les légumes, une carotte par exemple, ou là, une concombre, où ça coûte moins cher. En plus, ça va donner à l'enfant plein de vitamines, plein de sels minéraux, plein de fibres, donc qui va aider l'enfant de bien être concentré et bien mémoriser ses informations. Donc l'idéal, c'est le top 2. Donc il faut être, étonné de prendre un fruit, un légume à midi, à 10h. Donc top 2. Le top 3, c'est un fruit. Un fruit, soit une pomme par exemple, ou là une banane de 100 grammes, elle fait presque 200 grammes, parce que le 100 grammes elle contient presque 20 grammes de glucides, protéines 1,2 et 94 calories. D'accord. Donc, ou bien une orange par exemple, une mandarine. D'autant plus c'est la saison et cette année il faut dire qu'on est bien gâté par les agrumes. Donc voilà, c'est les fruits. Le top 3, en cas, l'enfant il a pris le petit déj très tôt avec ses parents. Par exemple, il y a des parents qui travaillent par exemple, monsieur lève à 6h du matin, donc l'ensemble prend le petit déj à 6h30, donc entre 6h30 et 10h, sûrement l'enfant il va être très très fin. Et puis nous avons respecté un petit peu les 3 heures desquelles vous avez parlé. Voilà, donc le créadak on peut le manger un féculent ou un sucre lent tel que le pain de mie complet par exemple, avec portion de fromage, le max pour maintenir jusqu'à midi. Le top 4, c'est de prendre un gâteau maison. Par exemple, de barja par exemple. C'est vrai, elle est plus ou moins calorique, mais quand même il est riche en vitamines parce qu'il y a les dates. Il y a les dates. Donc il y a des vitamines, des fibres, le potassium. Donc c'est quand même un cocktail bénéfique pour l'enfant, malgré qu'elle est plus ou moins hypercalorique. Donc on peut parler sur le top 3 qu'il devient top 1 en cas l'enfant est diabétique. Donc, dans ce cas-là, le top 3, là où il y a un sucre lent, il devient top 1 pour un diabétique. Mais top 1 pour un diabétique, d'après le schéma de traitement TAO. Si il est sur l'analogue, dans ce cas-là, le médecin, c'est lui qui va décider est-ce que l'enfant a pris la collation ou pas. Donc, si l'enfant a pris la collation à 10h,
glucidique, je vais prendre glucidique, l'idéal d'avoir un morceau de pain, 20 grammes de pain, l'idéal de pain complet ou bien d'orge par exemple, avec un peu de matière grasse, l'idéal de prendre une portion de fromage ou bien l'huile d'olive. Si l'enfant c'est diabétique, mais le schéma ne nécessite pas une collation, par exemple l'insuline analogue dans ce cas-là, parce que si l'insuline elle est mélange entre rapide et la bien mixte, dans ce cas-là, il faut avoir une collation. Si l'insuline est analogue, l'idéal ne doit pas prendre une collation glucidique. Mais on peut prendre une collation non glucidique, mais toujours, dans ce cas-là, dans cette situation, le top 1, c'est la boîte vide, ou bien un fruit. Pour les gens qui ont problème de cœliaque... Un fruit ou un légume? Un légume. Un légume, très bien. Il devient top 2. Comme le nom de diabétique, la même chose. Le top 3, c'est une collation plein de glucides, enfin, contient de glucides sucre lent, elle devient top 1 pour un diabétique si il existe une collation. Donc on doit avoir une collation glucidique. Très bien. Par contre, les aliments qui sont hypercaloriques, riches en glucides et lipides, tels que le lait au chocolat par exemple, d'ailleurs, on doit les déconseiller pour les enfants. Même les croissants, par exemple, le croissant contient plus de 240 calories. Croissant, donc vous avez des informations sur les différents aliments. Alors justement, vous avez préparé des étiquettes d'informations et là, donc vous parlez du croissant. Alors je vais chercher l'étiquette du croissant. Alors, croissant 264 calories, il faut 1 heure 19 minutes de marche pour les brûler, soit 6628 K. Alors franchement, j'ai ça sur la conscience parce que c'est ce que j'ai pris ce matin. Et pour le lait au chocolat, on peut avoir l'information? Alors, le lait au chocolat, selon ce que vous nous avez donné, donc c'est 160 calories. 160 kilocalories. Ça nous fait 25 grammes de glucides, 5 grammes de protéines, 5 grammes de lipides et il faut 50 minutes de marche, soit 4000 pas. Voilà. Et pour une pomme? Pour une pomme. Alors pour une pomme, c'est beaucoup moins. Donc on voit bien la différence. Donc c'est 53 calories. 11,6 grammes de glucides, 0,4 grammes de protéines et 0,1 de lipides. Voilà. Donc, même, on voit quand même la différence, c'est très pédagogique. La différence entre les prix. Par exemple, une banane, exemple, une banane de 100 grammes, elle fait 30 dinars, par exemple. Croissant, 15 dinars. Une pomme, elle fait, je pense, 20 dinars. Alors que le lait au chocolat, c'est 45 dinars. Voilà. Donc finalement, quand on vient faire nos comptes, on a l'impression... Alors, on vient de me confirmer que le lait au chocolat, il est aujourd'hui à 50 dinars, donc il y a 5 dinars de plus. Donc, c'est vrai que lorsqu'on vient faire nos comptes, on a toujours l'impression que les fruits, les légumes, ça coûte plus cher, mais finalement, non. Fais-moi le calcul entre le collation. Les collations préférées pour les enfants, c'est du lait au chocolat avec croissant, généralement. Alors, ça nous fait 65 dinars. Plus les calories, ça coûte... Les calories. Donc, j'ose même pas compter les calories. Voilà. Donc, c'est ça, il faut être conscient de préparer une collation santé pour nos enfants. Et j'insiste 36 000 fois, pas mieux que collation top 1, c'est la boîte vide. Avec un petit déj bien copieux. Voilà. Alors justement, Karim Sous, dans ce sens, Brina Khalifi, notre collègue, s'est intéressée au goûter. Elle s'est déplacée dans une école où elle a rencontré justement des enfants qui ont présenté un petit peu leur goûter, donc ce que les parents préparent comme goûter. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Les enfants ont besoin de 4 repas par jour, pris à intervalles réguliers. Le petit déjeuner et le goûter sont donc essentiels pour la journée. Puisque les enfants dépensent beaucoup d'énergie et que leur estomac est petit, il est difficile pour eux de passer plus de 3 heures sans manger. Un goûter en avant-midi leur permet de patienter jusqu'à l'heure du déjeuner. Mais que mangent les enfants et qui choisit le goûter? Je m'appelle Sabrina, je suis en classe de 3e année. Le genre du goûter que je ramène tout le temps, c'est boire du jus, du pain au chocolat. C'est moi qui choisis les goûters. Bonjour, je m'appelle Zaïh Insaf, je suis en 3e année moyen. Des fois, j'ai ramené des gâteaux, des jus et des bonbons et des fruits. Je m'appelle Neriman, j'ai 13 ans. Je suis 3e année chez M. Le goûter, je mange les fruits, les gâteaux, les bonbons. Je m'appelle Anas, j'ai 1re année moyenne.
Je suis en première année moyenne. Ma mère, des fois, me cuisine. Je prends avec moi comme goûter des quiches ou une pizza. Ou des fois, c'est mon père qui m'achète. Des fois, c'est des gâteaux ou du jus. Bonjour, je m'appelle Ryan. J'ai 15 ans. Je suis en 4e année moyenne. Comme le goûter, j'amène avec moi une petite boîte de jus. Une petite boîte de jus, juste ça, parce que j'aime pas manger à 10 heures. J'aime juste boire quelque chose. Bon, ça dépend. Il y a des fruits, il y a des gâteaux, il y a des jus. Voilà. Bon, nous, on a exigé le début pour les parents qu'il y ait uniquement des fruits. C'est-à-dire un goûter équilibré. En fin de compte, il y a beaucoup qui ne respectent pas malheureusement. Et puis, bon, on essaye de suivre les enfants, mais ce n'est pas évident. Si par manque d'appétit, l'enfant ne mange pas le matin ou bien ne consomme pas tous les nutriments essentiels pour la journée, le déjeuner doit être un repas complet, que ce soit à l'école ou à la maison. C'est des repas, bien sûr, équilibrés pour les enfants. Bon, c'est des repas vus par un médecin. C'est un pédiatre. Bon, j'ai vu avec un pédiatre, donc il a vu le menu. Bon, il y a des choses qu'on a changées. Et puis, il nous a orientés vers des repas équilibrés pour les enfants par rapport à leur développement. Le goûter calme la faim de votre enfant entre les repas. Il lui fournit aussi les nutriments essentiels à sa croissance. C'est pour cette raison qu'il est important de donner à votre enfant des collations bonnes pour la santé. Et voilà, c'était donc un reportage de Sabrina Khalifi. Et Meissa vient de nous rejoindre. Meissa, bonjour. Bonjour Mourouda. Ça va? Ça va bien, merci. Alhamdoulilah. Meissa, tu as été en clown ces 15 derniers jours. Tu as ramené une maison poupée. Moi, j'étais pas là. Parce que j'étais jalouse à la maison en train de regarder ce télé. Regarde ce qu'on a préparé pour toi. Oh, c'est très mignon. Tu sais ce que c'est? C'est un goûter. Pardon? C'est un goûter. C'est un goûter. C'est un goûter. Eh bien, on dirait pas. Voilà. Au fait, c'est un peu destiné, Karim Oussous, vous pourriez peut-être dire un mot sur cette photo, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment ni les légumes ni les fruits. Et justement, pour rendre un peu plus facile, la dégustation, on va dire, de ces goûters, donc on leur fait des choses comme ça rigolotes. Voilà. Alors, mais ça, tu sais, avant que tu viennes avec Karim Oussous, qui est diététicien, nous étions en train de parler des goûters. Tu prends des goûters avec toi à l'école? Alors oui, j'en prends des goûters. Alors je préfère prendre des goûters, donc un goûter équilibré, avec une petite portion de fromage, avec du pain, des fruits secs, etc. Ah ben voilà, elle connaît les règles. Hein. Alors elle est dans le top 3. Top 2. Elle est dans les fruits. Top 2, parce qu'il y a le fruit et le pain. Ah voilà, les fruits et les pains. Donc elle est dans le top 2, top 3. Oui. Voilà, alors Karim Oussous, avant de passer donc à toi Meissa, nous avons vu le reportage de Sabrina Khalifi. Donc elle a rencontré des enfants donc, qui prennent le goûter. Donc pour trancher un petit peu sur la question du goûter, donc est-ce qu'on doit quand même continuer à donner le goûter aux enfants ou est-ce qu'on doit quand même privilégier les repas principaux? C'est clair, il faut privilégier les repas principaux, c'est normal. Il faut avoir un repas bien équilibré, sain, riche en fibres, varié. Et par contre, le goûter du soir, il est important. Du 16h. Du 16h, oui. Parce que entre le déjeuner et le dîner, quand même, il y a presque 6 heures. 6 heures, 7 heures parfois. Donc, là, il est important. Par contre, la collation de 10 heures, il n'est pas vraiment important de la prendre le matin. Très bien. Donc, on privilégie quand même un bon petit-déj, on zappe un petit peu celui du 10h et on garde celui de 16h. Voilà. Alors, vous allez rester avec nous, donc suivre Meissa. Alors, aujourd'hui, elle va nous parler d'un sujet très intéressant, très important. Alors, on le fait de façon très inconsciente avec les enfants. Il s'agit des formules de politesse. Exactement. Voilà. Alors, Meissa, tout d'abord, la politesse. On en parle, on le dit toujours, à tout bout vraiment, on le dit à tout bout de champ, mais c'est quoi, finalement, la politesse? Donc, la politesse, c'est un ensemble de règles, de savoir-vivre utilisées dans une société. Tout son apprentissage fait partie des comportements que tous les enfants doivent apprendre. La politesse s'exprime par l'utilisation des formules de politesse qui aident l'enfant à avoir des relations plus harmonieuses avec les autres, donc petits et grands. Elle
s'exprime aussi par les gestes courtois et attentionnés qui permettent à l'enfant de tisser des liens agréables avec les gens qui l'entourent. Alors justement, la politesse, on a vu, c'est très important, donc ça renforce les liens, ça crée une certaine confiance aussi, n'est-ce pas? Alors justement, Meissa, on le fait inconsciemment à l'apprentissage des formules de politesse, de la politesse, mais concrètement, pédagogiquement parlant, comment peut-on enseigner la politesse et les formules de politesse à nos enfants? Alors déjà, l'enfant apprend les règles de politesse en regardant ses parents agir. Mais il a aussi besoin d'aide pour connaître les gestes et les mots polis à utiliser. Pour cela, l'école aussi est là pour prendre le relais et en incluant dans le programme l'importance de la politesse, les principes de la politesse dans les deux matières, instruction civique et sciences islamiques. Donc voilà, tout le monde est mobilisé pour cet apprentissage. Alors je peux donner quelques conseils afin de les enseigner. Vous pouvez montrer l'exemple en vous comportant poliment avec votre enfant et avec les autres. Vous pouvez aussi féliciter votre enfant lorsqu'il fait preuve de politesse, jouer à la marchande, à se présenter au restaurant, faire semblant d'être au restaurant. Et vous pouvez même lire des livres, donc des livres sur le respect et la politesse. Donc voilà, comme ce que je vous ai ramené aujourd'hui. Alors ici, nous avons... Alors, on peut les montrer si tu veux. Oui, donc ici, on va commencer par cela. Donc, c'est à travers des collages et des coloriages. Ce livre aide votre enfant, votre tout petit, d'une manière ludique à manger et à se coucher, donc avec des autocollants, de récompenses et des conseils qui peuvent aider les parents. Alors, on va juste demander à notre caméraman donc, de serrer un petit peu sur le livre pour qu'on puisse le voir. Oui. Voilà. Donc, ce sont des livres plutôt ludiques, n'est-ce pas? Exactement, c'est ludique pour apprendre votre enfant à manger correctement, convenablement et pour se coucher comme un grand. Voilà, donc on peut voir à l'intérieur. C'est des collages, des coloriages, etc. Voilà. Alors, ça développe aussi d'autres valeurs, hein, mais ça, n'est-ce pas? La dextérité déjà, exactement. Donc on apprend les formes, les couleurs, donc il n'y a pas que la politesse, mais plein d'autres valeurs. Hein. Exactement. Voilà. Oui, nous avons aussi des petits par exemple. Exactement. Et ça existe finalement en deux langues, n'est-ce pas? Donc on peut le faire en langue française, on peut le faire en langue arabe. Donc regarde dans le Houda, ceci c'est une collection, donc c'est Loulou. Alors, collection, Loulou. On va montrer la collection. C'est le même personnage donc qui nous suit un petit peu. Exactement, donc Loulou يتعلم أن يقول عفوا شكرا صباح الخير و Min fadlik. Min fadlik, voilà. Donc voilà les livres. Donc finalement les formes principales. Hein. Exactement. Voilà donc, les formes principales. Tu sais, je me rappelle une fois je suis partie à l'Institut Cervantes pour l'anecdote, pour un reportage et j'ai dit moi je ne sais pas parler espagnol. La seule chose que je sais c'est buenos días et por favor. Vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit si vous connaissez ces deux formules, vous connaissez toute la langue. Pour dire que la formule de politesse est la chose la plus importante. Oui. Voilà. Donc voilà. Et donc là, Loulou nous apprend un petit peu les différentes formules de politesse. C'est son ami, Loulou à Coco. On apprend avec eux. تتعلم مع لولو وكوكو الكلمات السحرية التي تجعل الحياة أحلى. Voilà. Donc voilà pour les livres. Regardez, c'est plein de petites histoires et tu peux voir le petit mot choukran en bleu comme ça. Qui est mis en valeur. Exactement, qui est mis en valeur. Voilà, donc on le voit ici. Chaque page, il y a aussi de belles illustrations. Là, on le voit ici. Exactement. C'est ça. Oui, donc il y a de belles illustrations aussi. Donc on le retrouve à chaque fois dans les différentes pages. Exactement, dans les différentes pages. Oui, et c'est plusieurs histoires dans chaque page. Dans chaque page, il y a donc une histoire de Loulou. Très bien. Voilà, donc on remercie la librairie Nedji qui nous a permis donc de présenter tous ces livres qui nous apprennent encore une fois et qui nous orientent vers les formules de politesse.
Donc maintenant, je vais vous citer quelques règles de politesse que tous les enfants devraient maîtriser. Dire bonjour monsieur ou bonjour madame, au revoir. Même si votre enfant ne sait pas encore parler, vous pouvez lui apprendre à saluer avec la main et à dire au revoir. Le salut, oui. Oui, exactement. Quand il parlera, il sera obligé de connaître les mots magiques. Donc s'il te plaît, merci, de rien quand il fera ses demandes et lorsqu'il recevra quelque chose. Votre enfant doit apprendre aussi à s'excuser. S'il fera ou dira des bêtises, il doit accepter l'autre, donc il ne doit pas le critiquer pour sa pauvreté ou autre. Ne pas couper la parole aux adultes, ne pas montrer du doigt, fermer la bouche et ne pas parler en mangeant. Donc voilà, développer aussi une autodiscipline quotidienne comme ranger ses jouets, sa chambre, faire son lit sans le rappel des parents, offrir son aide à un plus petit que lui. Enfin, il peut apprendre aussi des gestes polis, comme céder sa place dans le bus pour une personne âgée, l'aider à traverser. Il peut aussi ramasser un objet tombé à une personne quelconque, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre à nos enfants dès leur tendre enfance, déjà tout bébé, hein, à l'âge de 6-7 mois, déjà on peut leur apprendre à dire au revoir. D'ailleurs, certainement tu dois en avoir, hein. Je sais que Sonia est très méticuleuse dans ce genre de choses, mais j'imagine que toi, ta sœur et tes frères, vous avez un petit album quand vous étiez petits. Et aujourd'hui, tu sais Meïssa, il y a des albums qui mettent un petit peu des références comme ça, des indications pour voir un petit peu l'évolution du bébé, enfin de l'enfant. J'ai déjà vu. Voilà, et on dit à quel moment, par exemple, il a commencé à dire au revoir. Exactement, à quel moment il a commencé à marcher. À marcher. Exactement. Voilà, et donc, et on dit que justement, parce que tu en as parlé, que dire au revoir est parmi ces formules de politesse et ça lui permet finalement de tisser tous ces liens avec les autres. Tous ces liens, exactement, avec les autres qui l'entourent. Voilà. Donc, et bien entendu, c'est ce que tu fais tout le temps. Hein. Oui. N'est-ce pas? C'est ce que tu fais tout le temps. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, ça t'arrive quand même d'aider comme ça les gens Oui, alors déjà, j'ai une petite anecdote de mon grand frère, Ernest, qui a maintenant 15 ans. Quand il avait 10-11 ans, ma mère l'a envoyé acheter juste à côté. Il a pris beaucoup de temps, elle s'est inquiétée. Dès qu'il est revenu à la maison, elle lui a dit « Comment ça, t'as pris tout ce temps? Je me suis inquiétée, etc. » Et il lui a dit « Eh bien, maman, quand je marchais, j'ai trouvé une vieille dame qui marchait avec ses sacs, etc. Il a dit j'ai pris le temps de l'aider et de traverser, exactement, de marcher jusqu'à sa maison et je suis revenue. Voilà. C'est magnifique. Hein? Oui, exactement. Et bien entendu, maman était très fière de Annès, n'est-ce pas? Exactement, oui. Donc j'avais juste oublié une règle qui est quand même très importante, c'est ne pas bouder et ne pas réclamer dans les supermarchés. Donc ça aussi, c'est une formule. Oui, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'enfants qui font ça. Hein. Ils font beaucoup ça, donc voilà. Donc tout ça, c'est l'éducation aussi. Il faut. Ma mère, quand on était petite, qu'est-ce qu'elle nous faisait? Avant, elle nous alertait. Elle nous disait attention, on va rentrer, je vais acheter quelque chose. J'ai ma liste et je n'ai pas prévu de vous acheter des cadeaux pour vous. Elle nous prévenait comme ça avant de rentrer dans le supermarché. Et parfois, on lui a jamais vraiment fait de crise parce qu'on savait. Elle nous faisait les gros yeux comme ça. Et c'était une sorte d'alerte. Voilà. Et on savait ce qu'on devait faire et on ne touchait pas. Parfois, on disait maman, s'il te plaît, est-ce qu'on peut acheter ça? Elle nous disait non et on s'arrêtait. Voilà, de toute façon, là encore une fois, tu es en train de parler d'une valeur inestimable entre les parents et les enfants. C'est la communication, c'est l'explication. De toute façon, un enfant, c'est un être humain, il suffit juste de lui expliquer la situation. Oui, de lui montrer comment faire. Et voilà. Et il est très complice de toute façon, l'enfant. Hein. Dès qu'on lui fait confiance, il devient très complice. Très complice. Meïssa, merci beaucoup pour ces précieux conseils que tu donnes à chaque fois. C'est toujours un plaisir. Voilà, et puis je suis très contente de te retrouver encore une fois. Merci, moi aussi. Voilà. Karim Sos, c'est très agréable hein, en compagnie de Meïssa, n'est-ce pas? Très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, de nous avoir encore une fois
parler du goûter. Donc, on insiste encore une fois qu'on privilégie le petit-déj, n'est-ce pas? Donc, le goûter, si on peut le zapper de 10h, celui de 16h, on le garde parce que c'est important. Oui. Voilà, c'est ce qu'on retient de votre passage. Merci beaucoup, Kalim Sous, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes diététicien. Maïssa, merci beaucoup. On te retrouvera la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, avec toujours une aussi bonne humeur et toujours avec un très beau sujet comme à l'accoutumée. Merci. Voilà, donc nous arrivons. Alors, tu nous as préparé une chanson comme à l'accoutumée. Oui. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez à partir de demain, Inch'Allah, 8h30, Smaïl Belkaïdia à partir de Constantine. Quant à moi, je vous retrouverai à partir de lundi, 8h30. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir. Je vais vous chanter une cantine, donc les mots magiques. Si tu veux que les gens t'aiment et soient polis, il faut leur dire bonjour, bonsoir, s'il te plaît. Si tu veux qu'ils te respectent, ce n'est jamais compliqué. Il faut leur dire pardon, merci, désolé. بتعاملنا بلطف نمتلك الجميع بتعاملنا بلطف نمتلك الجميع نحترم كبيرا ونحييه نحب صغيرا نعتني فيه بتعاملنا بلطف نمتلك الجميع. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture.